L'homme s'installe de jour en jour plus confortablement sur ce globe, mais il est resté la méchante bête qu'il fut et sera toujours. Mon cher Cabissol, dit Monsieur Rinal, voici à quoi je pensais, pendant que Morin nous contait hier sa jolie histoire de la lièvre de juin. Quelques années avant la Révolution française, une troupe de jeunes gens, tous apparentés, de près ou de loin, à même les membres du Parlement d'Aix, revenaient, un soir, d'une partie de campagne. Ils avaient avec eux d'aimables femmes. Ils étaient gais, excités par les propos libres et les bons vins qu'il avait bu dans la journée. Ayant rencontré, près de la ville, un paysan qui s'en retournait chez lui monté sur son âne, ils le plaisantèrent à qui mieux et, de fil en aiguille, le paysan répondant à la galéjade par la galéjade, ils lui proposèrent de jouer avec eux, au Parlement. S'il consentait à tenir le rôle de l'accusé dans la comédie qu'il allait improviser, il aurait pour sa récompense un bel écu d'argent. Le paysan, bonhomme, y consentit. On prit goût au jeu, on s'échauffa, et ayant jugé le manant pour rire, on le pendit pour de bon. Ce crime ne fut pas puni. Un procès en règle aurait compromis des noms de juges trop illustres. Voilà à quelle conception de l'inégalité des hommes en étaient arrivés quelques-uns au moins des puissants du jour, ceux que la Révolution allait abattre. Ces illustres, ces bien-nés pouvaient tout faire, tout se permettre contre le droit des humbles. Toute une caste, ou du moins, et cela suffit, les plus orgueilleux d'une caste orgueilleuse, se croyaient tellement au-dessus du peuple qu'ils prenaient avec lui toute licence. C'était, devenu légion, Néron, incarnation de toute puissance et d'orgueil. C'était la tyrannie d'une seule classe de citoyens sur toutes les autres, et, dans le crime commis contre tout ce qui n'était pas elle, elle goûtait des joies sadiques, monstrueuses. Voilà ce que la Révolution vint détruire d'une façon immédiate, sans pitié, au nom d'une pitié supérieure, à longue échéance. À ce meurtre du paysan d'Aix, pendu par des fils de parlementaires en humeur de rire, histoire exceptionnelle, je le veux bien, mais qui ne serait plus possible de nos jours, sinon au fond de l'Afrique et contre des nègres, et pour les mêmes motifs d'orgueil maladif, l'évolution morale, le progrès moral de notre civilisation libertaire répondent aujourd'hui par l'histoire, exceptionnelle aussi, je le veux bien, de la lièvre de juin, que Morin nous a contée hier. L'homme est devenu meilleur pour l'homme et même pour les bêtes. Et je n'ajouterai qu'un mot, le génie lui-même ne met pas l'homme au-dessus des hommes. Le savant ou l'artiste n'est digne du respect universel que lorsque, bien loin de s'isoler dans des œuvres d'orgueil, inaccessibles aux masses, il devient au contraire le cœur multiplié qui se donne aux foules pour les consoler ou les guérir. Allons, conclut Monsieur Rinal, vous nous avez promis une histoire gaie, Cabissol, contez-nous-la. Cabissol commença ainsi, Les canards du Labrador. Chapitre éclevieux. La merveilleuse histoire des canards du Labrador. La famille des Dorioles est bien connue en Provence depuis le XVIe siècle. C'est vers 1786 que l'aïeul illustre de cette noble famille, boulanger de profession, prononça le mot historique dont tout le monde en Provence connaît la fortune, Iou Siudo Uru, m'en foutis. Si vous avez oublié cette histoire, permettez-moi de vous la rappeler. Un certain Jean, natif d'Oriol, était allé passer son dimanche à Roquevert. À Roquevert il assista au prône. Le sermon endormit l'assistance et maître Jean, le plus endormi de tous les auditeurs, ronflait insolemment. Le curé, alors, frappant sur le bois de sa chaire sonore un coup de poing retentissant pour réveiller ses ouïes, leur cria, « Jean de Roquevert, vous serez tout damné. » Oh! Dit maître Jean, réveillé en sursaut, oh! Siudo Uru, m'en foutis. C'est-à-dire, moi, monsieur le curé, veuillez croire que cela m'est bien égal, vu que je suis d'Oriol. Il existe actuellement 3 descendants du Doriol qui a fondé la gloire de la famille.
L'aîné, Jean d'Auriol, licencié en droit, vit à Auriol même, dans une heureuse médiocrité. Son cadet, Paul, 50 ans, est secrétaire de la mairie d'Auriol. Les maires passent, il reste. Il est, à la mairie d'Auriol, ce que les bureaux sont au ministère. Et la ville prospère? Le plus jeune enfin, qui n'est pas du même lit, n'a que 33 ans. Il s'appelle Pierre. Ce qui nous donne, Jean, Pierre et Paul. Seul des trois frères, le secrétaire de mairie est marié, et, au moment où commence cette histoire, son fils, Théodule, il y a de cela 4 ans, avait 16 ans à peine et se trouvait à la veille de passer son examen de bachelier ès sciences. Or, le plus jeune des trois d'Auriol, Pierre, sorti de l'école normale supérieure de Paris, fut quelque temps professeur de philosophie au collège d'Auriol. Se jugeant victime d'une injustice, de celle qu'un homme averti doit supporter tous les jours avec patience, il donna sa démission. C'était un idéaliste. Tombé sur le pavé, du soir au lendemain, et sans un sou, ce jeune fou ne tarda pas à s'apercevoir que les diplômes et titres universitaires ne sont d'aucune utilité à un homme qui veut gagner son pain. Aidé d'abord par son frère, Jean d'Auriol, et par son frère Paul, il ne souffrit pas l'idée d'être longtemps à leur charge. Il alla tenter fortune à Paris. Là, tout en donnant des leçons dans une boîte à Bachot, il se mit à écrire des romans et des pièces de théâtre, mais il ne trouva ni directeur ni éditeur disposé à faire représenter ou à imprimer ses ouvrages. Il avait pourtant du talent, mais il manquait de cette suffisance qui mène à tout. Il croyait que la modestie est une vertu ou du moins une élégance, l'imbécile. Un beau matin il vit entrer chez lui un juif qui lui dit, « Monsieur, je fienste la Barthe un homme du monde qui désire fou agiter un manuscrit de théâtre afin de le signer de son nom. Foilate 1000 francs. » Ce marché conclu, Pierre ne trouva rien de mieux que de partir pour New York. Quand il en revint, ayant dû à sa qualité de philosophe idéaliste l'insuccès de toutes ses démarches en Amérique, il possédait pour seule fortune 2 canards enfermés dans une cage somptueuse qui portait cette inscription sur une belle plaque de cuivre reluisante, « Canard du Labrador, spécimen rare ». C'était le cadeau bizarre que lui avait fait un milliardaire américain, en le mettant à la porte après l'avoir chargé quelque temps de faire à son jeune fils un cours de français, mais non pas d'idéalisme. Dès son arrivée au Havre, Pierre d'Auriol, bien embarrassé de la cage fastueuse, la fit pourtant transporter à l'hôtel avec son humble malle. Puis il alla au café et demanda les journaux du matin. Il les parcourut avidement. Et tout à coup, son regard fut attiré par cette ligne composée en caractères gras, « Grand concours agricole à Auriol. » Voilà, se dit Pierre, des nouvelles toutes fraîches de ma petite patrie. Il sera question sans doute, dans cet article, de mon frère le secrétaire de la mairie. Il lut l'article. La petite ville d'Auriol organisait une importante exposition agricole, il y avait un grand nombre de sections, horticulture, apiculture, pisciculture, aviculture, poulets, dindons, faisans. Canards. Quel trait de lumière! Il allait pouvoir se débarrasser des siens. Il sera accordé un prix de 4000 francs à l'exposant qui aura présenté le plus beau couple de canards modèles. Messieurs les exposants peuvent retenir à l'avance des cages d'1, de 2, 3 et 4 mètres carrés pour leurs volatiles. Donnez exactement nom, prénoms et adresses. Ces emplacements sont accordés gratuitement. Nota point si le jour de l'inauguration du comice agricole, l'emplacement, qui doit être retenu par lettre, n'est pas occupé, il sera payé un dédit de 100 francs par mètre carré. Adressez toute demande à Monsieur Z, directeur de la section 4, telle rue, tel numéro, à Auriol.
Pierre Doriol écrivit une lettre détaillée à Monsieur Z pour retenir un emplacement de 2 mètres carrés, avec bassin et eau courante, et revint à l'hôtel. Les canards, dans la cour de l'hôtel, le saluèrent de leur coin d'affamés. Il leur fit donner une pâtée abondante et déclara au patron de l'hôtel qu'il partirait le lendemain ou le surlendemain, emmenant ses précieux canards. Le patron lui conseilla de les expédier le jour même. Mais, dit Pierre, on acceptera là-bas les envois des exposants que dans 15 jours exactement. N'avez-vous pas dans cette ville un ami qui leur donnera l'hospitalité? Du reste, vous arriverez presque en même temps que ces intéressantes volailles. Je vous avoue qu'ici elles me gênent un peu. Et puis, si l'envie vous venait de demeurer 3 jours au Havre, pour vous reposer, coin, dirent les canards. Parbleu, pensa Pierre d'Auriol, j'ai, à Auriol, mon frère Paul, le secrétaire de la mairie. Je vais lui expédier mes canards. Il les expédia et négligea d'écrire à Paul. Pierre passa 2 jours au Havre, où il avait rencontré un bon camarade d'école, puis il s'oublia une dizaine de jours à Paris. Et quand il arriva chez son frère à Auriol, le premier mot qu'il lui adressa fut celui-ci: « Eh bien, et mes canards? Comment les as-tu trouvés? » « Excellent, dit Paul. Pierre tomba, anéanti, sur une chaise en gémissant. Malheureux! Tu les as mangés. Et que diable voulais-tu que j'en fisse? Hélas! J'avais arrêté par lettre une cage de 2 mètres carrés, il fallait donc me prévenir. C'étaient des canards d'exposition, ils valaient 2000 francs pièce, puisqu'ils m'auraient donné le grand prix du concours qui est de 4000. Et maintenant, je dois un dédit de 200 francs. Et je ne possède plus sur terre que 13 francs 75. Je suis perdu, définitivement perdu. Et pourquoi perdu, mon oncle, dit le jeune Doriol, Théodule, qui revenait juste à ce moment-là du collège où il était externe. Son père expliqua l'aventure à ce jeune gaillard de 16 ans qui pouffa de rire. Et voilà ce qui vous désole? Ah! Mon oncle, je vais vous tirer de ce mauvais pas, laissez-moi faire. Qu'on m'apporte la cage? On ne l'a pas mangée, j'espère, la cage. Pendant qu'on la recherchait au grenier, Théodule sortit. Quand il rentra, un quart d'heure plus tard, la cage était retrouvée, et il tenait par les pattes, pendus à son poing, la tête en bas, 2 magnifiques canards assez semblables à ceux dont il avait déjeuné quelques jours auparavant. Il les introduisit dans la cage. Vous ne paierez pas le dédit, mon oncle, ces 2 canards sont du Labrador, comme en témoigne cette magnifique plaque de cuivre reluisante que Catherine va fourbir encore. Que veux-tu dire? Interrogea anxieusement l'idéaliste Pierre. Je m'en doute. Proféra le bureaucrate Paul, que sa vie dans les mairies avait accoutumé de longue date à ne s'étonner de rien et à tout prévoir. Je veux dire, répliqua l'arriviste Théodule, 16 ans, l'âge de la rhétorique, au temps aboli des humanités, je veux dire que vos canards du Labrador n'ont pas été mangés, puisque les voici et que je ne désespère pas de vous faire obtenir le prix de 4000 balles. Mon neveu, dit gravement l'ex-professeur de philosophie idéaliste, cette substitution serait un odieux mensonge. Mon oncle, répliqua l'écolier Théodule, externe au collège d'Auriol, 16 ans, au Roméo, l'âge de Juliette, mon oncle, vos scrupules vous honorent. Voulez-vous, ou seulement pouvez-vous payer les 200 francs de dédit? Le professeur, vaincu, courba la tête. Non, reprit l'écolier. Alors laissez-moi faire. Voyez-vous, mon oncle, vous appartenez à une génération très coco, 1000 excuses, vous avez des idées préhistoriques, car elles datent d'environ 7 ou 8 ans. En ce temps-là les autos se mettaient à peine en mouvement. Laissez-moi faire.
200 francs ne sont pas une bagatelle et 4000 francs non plus. Je vais arranger vos affaires. Ce qui m'ennuie un peu, c'est la préparation de ce diable de baccalauréat. Mais bah, il sera supprimé dans peu de temps, et dès lors les bacheliers reprendront dans la société le rang subordonné auquel ils ont droit. Le sens pratique de la vie crée seul les supériorités sociales, c'est-à-dire celles que donne l'argent, comme cela est de toute justice dans une société démocratique et égalitaire fondée sur l'inégalité des savoir-faire. Pierre Doriol, ahuri, se tue, faute de 200 francs. Dirent les canards d'Oriol, nouvellement promus canards du Labrador. Et il faut convenir qu'ils n'avaient pas l'accent. Le lendemain, on les porta au comice agricole, dans la cage qui témoignait de leur provenance. 3 mois plus tard, à la veille de la distribution des prix, l'heureux exposant, leur maître, apprenait par une indiscrétion de journal qu'il avait obtenu, grâce à eux, la grande médaille de 4,000 francs. Quand je vous l'avais dit, mon oncle. Mon neveu, dit l'oncle, les meilleures plaisanteries sont les plus courtes. Conduis-moi chez le président de la section des canards. Le neveu protesta. L'oncle résista. Ils partirent. Grâce à l'impertinence de Théodule, qui savait parler de haut au bas employé, on les introduisit dans la salle même où siégeait le comité de l'exposition. La section des canards était en séance. Théodule alla dire quelques mots à l'oreille du président qui n'était autre que le préfet en personne. Le préfet se leva aussitôt, très visiblement troublé, pria son comité de délibérer sans lui et entraîna Théodule et son oncle dans une salle voisine. Monsieur le préfet, commença le professeur idéaliste, mon neveu a dû vous expliquer d'un mot la situation. Elle est pénible. Je ne peux vraiment pas arracher à un éleveur sérieux, à un éleveur de carrière, un prix de pareille importance. Ces canards du Labrador n'en sont pas. Et ma conscience, il ne s'agit pas de cela, monsieur, interrompit sévèrement le préfet. Vous nous avez trompés, c'est entendu, mais, par suite, nous nous sommes trompés. Or notre erreur nous couvrirait de ridicule si votre conscience la dévoilait aujourd'hui. Votre devoir à présent est de vous taire. Mais, monsieur le préfet, monsieur, dit le préfet, du ton d'un Bonaparte menaçant, ce ton-là est celui de tous les démocrates français dès qu'ils sont fonctionnaires, monsieur, je n'admets pas d'excuses. Vous toucherez le prix de votre mensonge, c'est, comme vous savez, 4000 francs. Cependant, monsieur le préfet, il n'y a pas de cependant. Ce que vous me demandez est impossible, monsieur le préfet. J'ai fait acheter 2 canards chez le marchand de volailles d'Oriol, pour remplacer 2 canards authentiquement nés au Labrador, cela, et dès lors, monsieur, dit le préfet hautain, le comice agricole ne doit pas pouvoir se tromper. Vous aviez exposé 2 canards qui sont du Labrador. Nous nous y connaissons peut-être mieux que vous. Vous toucherez vos 4000 francs. N'ajoutez pas un mot, s'il vous plaît, vous me désobligeriez. Monsieur le préfet, je vous assure que mon honnêteté s'y oppose, et, cet homme ne comprend rien, dit le préfet en frappant du pied. Il ne comprend pas grande chose, dit Théodule, il faut l'excuser, monsieur le préfet, c'est mon oncle, le frère de mon père, c'est un homme du temps des omnibus. Ah! Cela ne nous rajeunit pas, monsieur le préfet, dit Pierre avec fermeté, les journaux d'Oriol publieront ce soir même une lettre de moi où je raconterai l'histoire de mes 2 canards. Le préfet devint vert. Et moi qui le prenais pour un imbécile. Songea-t-il, c'est un malin. Monsieur, dit-il tout haut en tremblant, vous n'êtes pas un ennemi de la République, j'espère. Voulez-vous donc la faire tomber sous le grotesque? Je veux une république honnête, dit le professeur d'un air stupide.
Le préfet réfléchit un moment en silence, puis sa physionomie s'éclaira d'un sourire d'intelligence suprême et de haute bienveillance. Je vous comprends enfin, monsieur, dit-il, aux 4000 francs du prix, nous joindrons les palmes académiques. Théodule se mit à rire. Son oncle, irrité, haussa les épaules. Théodule, se ressaisissant, prononça d'un air dédaigneux, les palmes. Les palmes. Cela ne suffit pas. Poursuivit le préfet. Eh bien, soit, messieurs, vous avez raison, et plus d'esprit que je ne pensais. Ne dénoncez pas notre erreur. Ces canards sont du Labrador, puisque nous, comité de l'exposition, nous nous y sommes trompés. Soyez discrets et je vous promets que nous obtiendrons la croix. Chevalier de la Légion d'honneur, 1. C'est entendu. Monsieur le préfet, dit Théodule avec une sorte de solennité, c'est tout ce que nous désirions, sans oser l'espérer. Merci. C'est entendu. C'est entendu. Confirmait le préfet qui se retira vivement. Entendu, monsieur Théodule d'Auriol, et comptez sur toute ma reconnaissance. Vous me sauvez plus que la vie. Pierre d'Auriol demeurait là, cloué sur place, plus stupide que jamais, bouche bée. Mon oncle, lui dit Théodule, ceci m'ouvre les yeux. Je renonce à mes études, je me consacre à votre fortune. Dans 8 jours vous serez décoré, aux prochaines élections qui auront lieu dans 2 ans, on vous nommera député, avant 3 ans vous serez ministre de ce que vous voudrez, à condition toutefois que vous me promettiez dès aujourd'hui de me prendre comme chef de cabinet. Tu m'en diras tant, répliqua le professeur idéaliste qui commençait à se déniaiser. La distribution des récompenses eut lieu dans les arènes antiques d'Auriol, les mieux conservées du monde après celles de Nîmes et d'Arles. Pierre d'Auriol refusa d'aller chercher sa médaille, mais Théodule prit sa place. Il monta sur l'estrade pavoisée tandis que les harmonieux enfants d'Auriol, soufflant dans leur cuivre, attaquaient une Marseillaise enthousiaste. Le préfet annonça les récompenses. Chevalier de la Légion d'honneur, Pierre d'Auriol. À ce moment précis, un événement se produisit qui faillit tout gâter. Le marchand de volailles qui avait vendu à Théodule les 2 faux canards du Labrador vint lui chuchoter à l'oreille, « Je les ai reconnus, ce sont les miens. Et je dirai tout, à moins qu'on ne m'accorde un dédommagement, car enfin certaines injustices sont par trop criantes. » Théodule ne se déconcerta pas. « Qu'exigez-vous » interrogea-t-il. « Puisque vous êtes un ami de la justice, vous êtes des nôtres et vous n'abuserez pas de la situation. » Le préfet, dit le marchand, a, je le sais, la plus grande influence au ministère de l'Intérieur. C'est l'ami intime du ministre, je désire que mon fils soit nommé sous-préfet. Je suis persuadé, répliqua Théodule, que le préfet est, comme vous, trop ami de la justice, pour ne pas vous aider de tout son pouvoir. Quelques semaines plus tard, le fils du marchand de volailles était sous-préfet et son estimable père était élevé, par la force des choses, au rang de chevalier du mérite agricole. Quand cela fut accompli, maintenant, dit-il à Théodule, aidez-moi à vendre mon fonds. Mon métier de marchand de volailles est incompatible avec ma nouvelle dignité, et d'ailleurs il humilie mon fils. Fort bien, monsieur, dit Théodule, j'achète en bloc tous vos oisons. Il les acheta, ayant son idée. Avec les 4000 francs du prix obtenu par son oncle lequel, émerveillé enfin de l'habileté de son neveu, se livrait entièrement à lui, il se rendit acquéreur d'un terrain vague qu'il entoura d'une grille de bois dite, de chemin de fer. Dans ce terrain, il fit construire quelques cabanes de planches et fit peindre au-dessus du rustique portail ces 4 mots en lettres augustales, au canard du Labrador. Que vous dirai-je ?
La grande faisanderie ou canarderie des Dorioles prospéra rapidement, fabrique de chapons des deux sexes. 2 millions d'œufs fécondés par an. Les fermes modèles s'adressèrent en foule aux canards du Labrador. Couveuses, gaveuses se multiplièrent dans le parc bientôt trop étroit. Toutes les industries du pays furent délaissées par les indigènes qui, tout, devinrent les ouvriers des Dorioles. 2500 hommes chauffaient les fours, gavaient les volatiles. Le canard du Labrador nourrissait une population entière, un peuple d'électeurs. Il est temps, mon oncle, de vous faire nommer député. La campagne électorale fut prestigieuse. L'oncle Pierre suivait docilement son neveu dans toutes les réunions. Le neveu, âgé alors de 18 ans à peine, pérorait: vous nommerez l'homme qui, par son audace, sa persévérance, son génie industriel, a fait la fortune du pays. Pierre Doriol fut nommé en effet à une écrasante majorité. Il était navré. Et dire, s'écria-il, que, si j'étais un imbécile ou un gredin, j'aurais obtenu le même succès. Taisez-vous, mon oncle, répliquait l'adolescent, c'est ça la vie, à laquelle vous n'entendez rien. Laissez-moi faire. À la Chambre, Pierre reconquit tout de suite l'estime de soi-même en travaillant beaucoup. Son premier discours le classa parmi les orateurs les plus convaincus et il l'était. S'il est ministre aujourd'hui, je ne vous le dirai pas, sachez seulement que les Dorioles n'ont pas droit en réalité à ce nom illustre, vous ne le trouverez pas sur les registres de l'état civil. Ce nom d'Oriol est un sobriquet générique que la voix du peuple attribue à plusieurs familles de Provence. Les Dorioles dont je parle s'appellent. Ici, Monsieur Cabissol se pencha à l'oreille de Morin et murmura un nom. Pas possible, s'écria Morin stupéfait. Alors, c'est ce Pierrot-là qui a épousé mon ancienne petite amie. Pierre, non. C'est Théodule, dit Cabissol en se tournant vers Monsieur Rinal. C'est Théodule qui, sur les instances de sa femme, a fait décorer Cabouffigue, à la demande de Morin. Elle a 20 ans de plus que lui, mais ça les regarde. On a bien raison, s'écria Morin, de dire que tout s'arrange à la fin et que seules les montagnes ne se rencontrent pas. Celui-là a eu une brave chance quand il a reçu en cadeau 2 canards qui l'ont fait ce qu'il est, et Cabouffigue en a eu une fameuse de me connaître. On doit rarement sa fortune à son mérite. On la doit presque toujours à son canard du Labrador, conclut Cabissol. Mais il faut savoir cultiver son canard ou celui de son oncle. Et pour cela, il faut être, comme le jeune Théodule, un arriviste à tous crins. Il n'a pas encore l'âge d'être électeur, celui-là, et il est déjà un des plus puissants personnages de l'État, une sorte de petite éminence grise. Il fait et défait des préfets, des gouverneurs, des ministres. Sa femme fait des académiciens. Tous les souverains qui visitent la capitale traversent son salon, et il est, par suite, tout couvert de croix. Il est, de plus, comblé de sinécures, il vient encore d'être nommé conservateur des hiéroglyphes de l'obélisque. On dit que, s'il le veut, il arrivera à la présidence de la République, dès qu'il aura atteint sa majorité. Une seule chose le désole, c'est la décision récente qui ne lui permettra pas d'obtenir sans scandale, avant sa 30e année, les palmes académiques, qu'il fait donner 2 fois par an à tout un peuple. Mon cher Cabissol, dit Monsieur Rinal, vous êtes, vous aussi, un maître galéjaïré, car pendant tout votre invraisemblable récit j'ai cru à plusieurs reprises qu'il était vrai. Parbleu, dit Cabissol, il est beaucoup plus vrai que la vérité, ce qui, pour les contes, n'est point rare. Et, sur ce mot, chacun s'alla coucher. Chapitre Éclix où l'on verra l'histoire jolie de la poule verte, comment l'horrible Grondard dénoua le roman de Tony et du roi des morts, et avec quel désintéressement admirable Pastouré refusa une haute position.
Le lendemain au soir, votre histoire d'hier n'était pas beaucoup gaie, monsieur Cabissol, dit Morin. J'y ai réfléchi cette nuit, elle veut dire que le gouvernement des hommes n'appartient pas toujours à ceux qui ont le mérite. C'est vrai peut-être bien, mais ce n'est pas agréable à penser. Il n'est peut-être pas agréable non plus de se dire que notre gouvernement de la République favorise tant d'intrigues. Laissez donc la République tranquille, Morin, s'écria monsieur Rinal. La moralité d'une époque ne tient pas nécessairement aux formes de gouvernement. On imagine très bien d'excellents rois et même de bons tyrans. Oui, oui, je ne m'en dédie pas, moi, le Jacobin. L'idéal de la République est admirable. C'est le gouvernement des meilleurs et des plus instruits, des plus capables, comme vous dites, mais l'organisation républicaine ne peut que permettre au peuple de se faire gouverner par cela et d'autre part un peuple peut fort bien ne pas être digne de ses libertés. Laissez-nous le temps de nous instruire de nos droits et de nos devoirs. Nous naissons à peine à la liberté. Nous grandirons. Laissez faire. Et, en attendant, rions de ce qu'il y a de risible, même dans nos malheurs. Voyons, monsieur Cabissol, encore une histoire drôle. Connaissez-vous celle de la poule verte? Non, dit Morin. Non, dit monsieur Rinal. Pastouret secoua négativement la tête. Voyez-la donc, dit monsieur Cabissol, il m'est arrivé d'en rire tout seul. Et il conta ce qui suit, la poule verte. Il se passe souvent, dans le vaste monde, des choses bien extraordinaires. J'ai connu, voici quelques années, un vieux gavot, un paysan de la montagne, qui s'appelait Marius Sidoine Cabas. Cabas vivait dans la Bastide où il était né, en pleine Provence des Clapiers, dans l'odeur de la farigoule, là-bas, plus loin que Draguignan. Cabas n'avait jamais rien vu au-delà des clapiers qui formaient tout l'horizon de sa Bastide. Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute quand ce serait sur un toit. Il y avait, à la même époque, dans les forêts de l'Amérique, un jeune perroquet qui vivait, mangeait, buvait, voletait, jacassait en oiseau libre. Il arriva que ce perroquet fut capturé et vendu à un matelot de Marseille. À partir de ce moment, sans le savoir, paie cher. Ce joiseau, c'est-à-dire cet oiseau brésilien se mit à cheminer, chaque jour un peu, par eau, par terre et par air, dans la direction de Draguignan ou plutôt de la Bastide où vivait Cabas. Il y a une destinée. Celle de ces deux créatures de Dieu était de se rencontrer un jour, contre toute attente, à travers toutes les difficultés. Tout en revenant vers Marseille, le marin qui était le maître de Jacot lui apprenait à parler le français de Provence, et l'animal bien vite le parla couramment, sans comprendre ce qu'il se disait. L'instruction est-elle un bien? Est-elle un mal? Distinguo. Tout dépend de la qualité du perroquet. Tenez, j'ai demandé l'autre jour à la fille de mon maçon, laquelle a son brevet, qu'est-ce que c'est que Victor Hugo? Elle m'a répondu sans bégayer, c'est le roi d'Italie, monsieur. Je parie bien qu'un perroquet n'aurait jamais de lui-même trouvé cette bêtise. Quoi qu'il en soit, Jacot était déjà beaucoup plus savant, et surtout plus expérimenté que Cabas, par la raison qu'il avait déjà vu des hommes, tandis que Cabas n'avait jamais vu de perroquet. Et puis, il faut bien le dire, les paroles que répètent les perroquets tombent quelquefois avec tant d'accent grave propos, qu'ils vous ont l'air d'avoir une intelligence surprenante. Aussi, ai-je toujours trouvé naturel le sentiment de cette vieille dévote qui me disait, chaque soir je suis forcée de couvrir d'un voile la cage de ma perruche, elle parle si bien, monsieur Cabissol, que pour rien au monde je ne me déshabillerai devant elle. Le maître de notre perroquet tomba malade à bord du bateau, dès le premier jour de la traversée, que le mauvais temps prolongea d'une quinzaine. L'oiseau familier perchait nuit et jour au bord du hamac de son maître, et il se fortifiait d'heure en heure dans la connaissance du parler moco,
qui est, comme vous savez, un patois provençal francisé, du plus haut ragoût. Le bateau passa un temps à Marseille, puis il arriva un beau soir dans le port marchand de Toulon. Le matelot, descendu à terre, croyant son perroquet plus apprivoisé qu'il n'était en réalité, négligeait souvent de le mettre en cage. Il le laissait libre dans sa chambre. Un matin, Coco s'envola. Son maître eut beau le suivre en criant « Coco ! Coco !» Par petits bonds et par petits vols il s'éloignait toujours davantage. Quand la nuit vint, la poursuite fut abandonnée. Le lendemain Coco était arrivé sur les cimes boisées du Coudon, à 4 lieues de notre premier port militaire, à 800 mètres au-dessus du niveau de la mer. De là Coco pouvait voir toute la Méditerranée au sud, sur sa tête le plus beau ciel du monde, et Draguignan du côté de l'est. Le surlendemain, dès la première pointe du jour, il s'envola vers le chef-lieu en récitant aux échos des montagnes son répertoire, fragments de Romaine 6, jurons de bord, mots salés du gaillard d'avant. Il déjeunait à toute minute d'une olive ou d'une amande, puis repartait d'un vol plus décidé vers les collines qui entourent Draguignan. Et voilà que le soir du 3e jour, un peu avant le coucher du soleil, Coco vint se percher sur le frêle amandier qui se dressait au bord de l'air, à 30 pas de la bastide de Marius Sidoine Cabas, sur le coteau, au-dessus de Figanières. Cabas, pétrifié d'étonnement en voyant l'oiseau inconnu, s'écria « Oui. V. Une poule verte ?» Puis, sans autre réflexion, il rentra quérir son fusil, et du seuil de sa maison il épaula. Pauvre Coco! Tu auras traversé les océans, bravé, surmonté les dangers de la tempête, pour venir tomber bêtement sous le plomb d'un Cabas qui ne sait pas distinguer un perroquet d'une poule. Ce que c'est que de nous, pourtant. Le tonnerre d'un coup de fusil éclata et se prolongea longtemps dans l'écho des vallons. Que de bruit, bon Dieu! Pour si petit gibier. L'homme qui n'avait jamais vu de perroquet courut ramasser sa proie, et tout en soupesant dans sa main le pauvre petit corps frémissant, dont la tête pendait, secoué par les hoquets de l'agonie, il souffla sous les plumes pour les rebrousser, et pour voir si son gibier ferait un bon rôti. Hélas! Il n'aperçut qu'une peau blanchâtre, flasque, toute plissée. Si bien qu'il ne put s'empêcher de s'écrier tout haut, « Oui! Qu'il est maigre !» À quoi, Dieu aidant, l'agonisant perroquet répondit, de sa voix caverneuse, par ces paroles, celles soyez-en sûr que lui avait le plus récemment apprises son maître, je suis été un peu malade. Stupéfait, tout saisi d'une terreur subite, l'homme laissa tomber le perroquet à terre, et ôtant vivement son chapeau, d'un mouvement humble et contrit, « Oh! Pardon, monsieur. Vous avez pris pour un oiseau. » Celle-là, oui, dit Morin, qu'elle est drôle. J'en rirai jusqu'à ma mort. Hélas! Le lendemain au soir, Morin sortit dans l'intention de tuer un sanglier, et, au matin, il ne rentra pas. Tonio dit, ce matin-là, à sa fille, le brigadier Orsini, tu ne sais pas. On raconte que Grondard a assassiné Morin. Ce n'est pas possible. Je ne le crois pas, dit-elle, épouvantée quand même. Morin se méfiait trop. Un Grondard ne tue pas comme cela un Morin, même par surprise. Si, si. Confirma le cantinier du dos qui accourait chez Orsini. Ce n'est que trop véritable. Morin était, cette nuit même, à l'affût des sangliers et il venait de décharger son fusil de ses 2 coups, quand, désarmé comme il l'était, et assis dans son étroite cabane de branchage, il fut attaqué par Grondard. Mais comment le sait-on? Il paraît que cette brute de charbonnier se vante de son coup. Il est fier d'avoir su profiter du moment où Morin était empêché dans les broussailles sous le couvert bas de sa cabane d'affût.
Morin voyant, au clair de la lune, à travers les branchages qui formaient sa cabane, luire et s'avancer contre sa poitrine la longue canardière de Grondard, la saisit à pleine main. Alors Grondard tira. Il paraît que Morin en tombant a poussé un cri de lion. Si bien que son assassin s'est mis à fuir comme si notre pauvre Morin eût été encore vivant, pécheur. Et capable de se revancher. Tony s'était évanoui. Quand Pastoret raconta ces choses, le soir même, chez Monsieur Rinal Cabissol, ému d'abord, répondit après un silence, « Cela me semble impossible, je ne peux pas admettre que Morin soit mort ainsi. D'une façon si contraire à son caractère, à la logique de sa vie. Un Morin ne se laisse pas surprendre par un Grondard. Il l'entend venir, il le déjoue. Vous oubliez que plus d'une parmi de très illustres existences s'est terminée par l'accident ou par l'assassinat, répondit tristement Monsieur Rinal. Les accidents sont logiques la plupart du temps, s'écria Cabissol, ils arrivent à ceux qui les attirent. Quant à l'assassinat, il ne réussit jamais avec un Napoléon. Oui, oui, il y a des hommes plus grands que la destinée. Et Morin était de ceux-là. Morin n'est pas mort? Vous oubliez que Morin n'est pas un personnage de roman. Et quand il ne serait pas autre chose, pourquoi son histoire ne se terminerait-elle pas au plus beau moment? En vertu de quelle esthétique? Si le roman doit peindre la vie telle qu'elle est, il doit pouvoir s'interrompre brusquement. Et quant à la vie elle-même, elle n'a cure des procédés du romancier. Monsieur Cabissol protesta, rien ne m'ôtera de l'idée qu'il n'est pas mort. Il a trouvé son île d'Elbe, voilà tout, il reviendra, ne fût-ce que pour 100 jours. Il y eut un silence, je l'aimais, cet homme-là, ajouta-t-il. Et moi donc, dit Monsieur Rinal que l'émotion gagnait de plus en plus. S'il était mort, grogna Pastoret, quelque chose me le dirait. Voyez-vous, dit Cabissol, sentiment à part, la mort de Morin me laisserait aujourd'hui l'impression d'une belle destinée interrompue avant l'heure. Et, à propos, savez-vous que Jean d'Auriol? Quel Jean d'Auriol? Le licencié en droit, Jean, le frère de Paul et de Pierre. Bon. Et qu'alliez-vous nous dire de lui? Je devais vous l'amener un de ces jours, c'est une surprise que je voulais vous faire. Il a commencé, sur mes instances, une sorte de biographie de Morin des Morts, une manière de roman tout coupé d'anecdotes et de récits, sur le ton de nos contes populaires. La mort de Morin va le consterner, il rêvait pour son héros une longue suite d'aventures. Depuis quelque temps je lui envoyais journellement des notes. Il m'écrivait hier, si Morin laisse le gendarme épouser la Corsoise, le roman se terminera fort mal. Il me semble, dit Monsieur Rinal, qu'un romancier a le droit et presque le devoir d'imaginer au moins un dénouement. Votre Doriol n'est-il qu'un réaliste? J'ai donc eu tort, dit Monsieur Cabissol, de me servir du mot roman. Jean d'Auriol voudrait être l'historiographe de Morin, il le connaît fort bien, lui aussi, et l'aime beaucoup, il prétend avec moi que son histoire jusqu'ici est expressive de tout un aspect du caractère méridional, le côté jovial et gouailleur. Hélas! Soupira Monsieur Rinal, il est probable que si Morin venait à mourir en ce moment, la belle Tony se consolerait avec Sandry. Num de Padio, s'écria Pastoret, j'aimerais mieux l'épouser moi-même, bien que j'aie pris les femmes à elle dit, en horreur, plutôt que de la laisser à ce gendarme de carton. Il y eut encore un assez long silence. Voyez-vous, dit Monsieur Rinal, il est bien probable que, par des moyens que j'ignore et pour une raison qui nous échappe, Morin aura jugé bon, tout à coup, de faire courir le bruit de sa mort. Vous devez être sorcier, mon brave Monsieur Rinal, dit Pastoret, je mettrai ma main au feu que les choses sont comme ça et pas autrement. Allons, adieu, que je vais aux nouvelles.
Et où cela, mon bon Pastouré? Laissez-moi faire, dit Pastouré, je finis toujours par retrouver mon Morin, moi. Mort ou vivant, je le trouverai. Aussi bien moi que mon chien Pan-Pan, quand nous sommes sur une piste, nous rencontrons au bout ce que nous cherchons. À vous bientôt revoir, maintenez-vous. Pastouré sortit, et quand il fut seul sur la route, au clair de la lune, il se parla ainsi à haute voix, qu'il soit mort, notre Morin, n'en croyez rien, braves gens. Il en a encore à dire et à faire, et qui seront toutes meilleures les unes que les autres. Il les fera trimer encore, les gendarmes. Il en aura encore, des procès-barbeaux. Il n'a pas fini d'en tuer, des lièvres et des lapins. Et il n'a pas fini de plaire aux belles filles, croyez-moi, puisque c'est moi que je vous le dis. Nous en compterons encore ensemble, des galéjades, mon vieux Morin. Non, non, il n'est pas mort. D'abord, voyons un peu, en quel endroit était-il à l'affût, cette nuit? Il me l'a dit hier en partant. Il est allé au suvet des Rampahoux, oui, cela et cela. Eh bien, quelle distance y a-t-il d'ici au suvet? Une petite lieue, à peine. Et alors, connaissant son chien comme je le connais, je suis sûr et certain qu'il serait revenu, le brave Hercule, chez Monsieur Rinal, où il savait que je veille à l'accoutumée tous les soirs, et il m'aurait tiré par la veste comme pour me dire, « Ouah! Ouah! Viens vite, que le maître a besoin de toi. » Ce n'est pas la première fois que cela serait arrivé. C'est arrivé notablement cette fois où Morin, tombé dans un trou avec une entorse, voilà 4 ou 5 ans comme le temps passe, n'en pouvait plus sortir. Son chien vint me chercher et je suivis son chien, un chien qui vaut plus que beaucoup d'hommes, et je tirai Morin d'affaire. C'est pourquoi je peux me jurer que Morin n'est pas mort et je ne me trompe pas, croyez-le vous. Pourtant, je sais très bien qu'une mort dans ce genre, c'est son destin, mais quelque chose me dit que ça n'est pas encore son heure. Et cependant, que sommes-nous en ce monde? Pas grande chose, si peu que rien, des rien du tout qui ne pèsent rien, et la mort travaille comme elle veut. Tu es là aujourd'hui, mais demain tu n'y es plus, et, paie cher. Où la va, l'autre finit toujours par y aller. Mais il est vrai aussi que, des fois, lorsque vous croyez avoir fini, voilà, vous recommencez, et, des fois, vous a commencé à peine, que, voilà, tout est fini, une tuile avec encore une tuile, ça fait 2 tuiles avec encore une tuile, ça fait 3 tuiles, 31, 32, c'est tantôt le tiers, et tantôt le quart, quand il n'y en a plus, il y en a encore, aussi bien il me pleut par devant que par derrière, ce qui est marqué, tu ne peux pas le changer, l'un va devant, et l'autre le suit, si c'est ton moment, rien à dire, on ne sait ni qui vit ni qui meurt, et le dernier fermera la porte. C'est égal, celui qui tient le registre il faut qu'il ait une fameuse tête pour marquer, sans s'y embrouiller, les entrées et les sorties, les naissances et les morts, les baptêmes et les mariages. Ça serait trop d'affaires pour moi. Qu'heureusement je ne suis pas leur saint du plan de la tour, car autrement il me faudrait, un de ces 4 matins, remplacer le bon Dieu en personne. Et ce sont là des positions qu'on ne peut pas occuper sans une grosse expérience, l'expérience ne s'attrape qu'avec la vieillesse et la vieillesse ne vaut rien. Voilà pourquoi je ne voudrais pas de la place du bon Dieu. Non, je n'en voudrais pas, de sa place, quand bien même, suivi de tous les anges qui joueraient tous ensemble de la flûte et du tambourin, et accompagné du grand Saint-Pierre, il viendrait me l'offrir lui-même à genoux, avec les clés de son paradis portées sur un coussin de velours subré doré et tout brodé de fleurs par la Sainte Vierge. Non, Seigneur, que je lui dirais, c'est bien de l'honneur que vous me faites, mais ce serait véritablement trop de soucis pour moi. Adressez-vous à d'autres pour vous débarrasser du gouvernement. Dans votre métier, bon Dieu. Que deviendrai-je?
Rien que pour écouter les imbéciles qui tous les jours vous demandent la lune dans leurs prières, il doit y avoir trop de cassements de tête. Et pour faire la justice, dans tant de pays différents et qui tous bataillent les uns contre les autres, comment m'y prendrais-je, pauvre de moi, puisque parlant par respect vous-même n'y parvenez pas tous les jours. Non, non, excusez-moi bien, mestré, et adressez-vous à d'autres, pourquoi moi, voyez-vous, je suis d'Oriol. Et ceux qui n'en sont pas, je leur conseille de dire qu'ils en sont point, ainsi soit-il. Les lauriers roses. La garde. Var note 1 eau ardente, eau de vie. Au lecteur, la couverture a été réalisée à partir d'un tableau du peintre Henri Edmond Cross, intitulé « Après-midi à Pardigon », reproduit et publié par Wikimedia Commons. Cette version numérisée reproduit dans son intégralité la version originale. La ponctuation n'a pas été modifiée hormis quelques corrections mineures. L'orthographe a été conservée. Seuls quelques mots ont été modifiés. Ils sont soulignés par des tirets. Passez la souris sur le mot pour voir le texte original. La version électronique HTML restitue le mieux la présentation du livre papier. En cliquant sur les liens suivants, vous accédez directement aux livres français publiés sur Gutenberg.org et qui sont classés par popularité, genre, auteur. Astérisque 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 End of the project Gutenberg ebook Morin des Morts astérisque 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 Updated editions will replace the previous one. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale licence available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a project Gutenberg symbol marque commercial electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others. 1.d The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2
If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark asset force in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3. If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.e.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.e.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns.
Royalty payment should be clearly marked as and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S// does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbol mark commercial license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol mark commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark. Contact the Foundation as set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol mark commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund.
If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to UAIs, with no other warranties of any kind, express or imply, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84 116, 801, 596 à 1887.
Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commerciale depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swam for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale Electronic Works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our email newsletter to read about new e-books. Morin des Morts. Table des chapitres. Chapitre I, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre V, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, chapitre X, chapitre 11, chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, chapitre 17, chapitre 18, chapitre 19, chapitre XX, chapitre XXI, chapitre XXI, chapitre TPSIE, chapitre TPSIF, chapitre XXV, chapitre XXVI, chapitre TECVI, chapitre TECVIE, chapitre TPSIX, chapitre XXX, chapitre XXXI, chapitre TRUCI, chapitre TRUCIE, chapitre TRUCIV, chapitre
XXXV chapitre 30 I chapitre 37 chapitre 30 IE chapitre truc X chapitre XL chapitre XLI chapitre XLI chapitre ECLIE chapitre ECLIV chapitre XLV chapitre XLVI chapitre ECLVI chapitre ECLVIE chapitre ECLIX note au lecteur The Full Project Gutenberg licence 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 1 5 16 17 18, 19 2 0, 21, 22, 23, 24 2 5, 26, 27, 28, 29 3 0, 31, 32, 33, 34 3 5, 36, 37, 38, 39 4 0, 41, 42, 43, 44 4 5, 46, 47, 48, 49 5 0, 51, 52, 53, 54 5 5, 56, 57, 58, 59 6 0, 61, 62, 63, 64 6 5, 66, 67, 68, 69 7 0, 71, 72, 73, 74 7 5, 76, 77, 78, 79 8 0, 81, 82, 83, 84. 8 5, 86, 87, 88, 89 9 0, 91, 92, 93, 94 9 5, 96, 97, 98, 99 100 billions 101 milliards 102 millions 103 104 105 billions 106 milliards 107 millions 108 109 110 billions 111 milliards 112 millions 113 114 115 billions 116 milliards 117 millions 118 119 120 billions 121 milliards 122 millions 123 124 125 billions 126 milliards 127 millions 128 129 130 billions 131 milliards 132 millions 133 134 135 billions 136 milliards 137 millions 138 139 140 billions 141 milliards 142 millions 143 144 145 billions 146 milliards 147 millions 148 149 150 billions 151 milliards 152 millions 153 154 155 billions 156 milliards 157 millions 158 159 160 billions 161 milliards 162 millions 163 164 165 billions 166 milliards 167 millions 168 169 170 billions 171 milliards 172 millions 173 174 175 billions 176 milliards 177 millions 178 179 180 billions 181 milliards 182 millions 183 184 185 billions 186 milliards 187 millions 188 189 190 billions 191 milliards 192 millions 193 194 195 billions 196 milliards 197 millions 198 199 200 billions 201 milliards 202 millions 203 204 205 billions 206 milliards 207 millions 208 209 210 millions 211 212
213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386
387 388 389 390 milliards 391 392 393 394 395 milliards 396 397 398 399 400 milliards 401 402 403 404 405 milliards 406 407 408 409 410 milliards 411 412 413 414 415 milliards 416 417 418 419 420 milliards 421 422 423 424 425 milliards 426 427 428 429 milliards 430 431 432